Bonjour à tous, merci d'avoir répondu présent pour ce premier Supply Chain Connect. Nous sommes très contents de vous accueillir. Je suis Romain, Head of Account Executive chez Oversea, et je suis vraiment très heureux d'introduire ce nouveau format. C'est la première fois, donc soyez indulgents. Et pour vous donner un peu la philosophie, contrairement au webinar que nous avons pu faire jusqu'à maintenant, où nous étions dans un format beaucoup plus magistral, le but ici est de se réunir en comité beaucoup plus restreint pour échanger sur la pertinence de la contractualisation, sujet qui suscite beaucoup d'interrogations et pour lequel nous avons reçu énormément de demandes. Je vais peut-être attendre un tout petit peu les derniers arrivants. Bon, on va y aller. Je pense qu'on est tous là. Donc, pour vous expliquer comment ça va se dérouler, après avoir fait un rapide rappel de la situation actuelle et des perspectives d'évolution des taux et de la capacité, je vous partagerai nos convictions qui se basent vraiment sur notre propre expérience et sur tous les échanges que nous avons pu avoir avec des chargeurs, des compagnies et d'autres commissionnaires de transport. Donc, dès maintenant, vraiment, je vous invite fortement à partager toutes vos questions et réactions par écrit pour alimenter cette discussion virtuelle. Tous vos retours d'expérience sont vachement précieux, donc n'hésitez pas. J'insiste vraiment sur les questions. Hein. Ce format se veut beaucoup plus intimiste, justement dans le but de favoriser l'échange. Donc voilà, n'hésitez pas à réagir, à poser vos questions dès maintenant et tout au long de notre échange dans l'onglet dédié à droite de l'écran. Ceci étant dit, je commence par un constat malheureusement décevant. Vous l'avez tous vu, la baisse des taux tant attendue post-Chinese New Year ne s'est jamais produite et c'est en partie l'une des raisons pour laquelle nous sommes tous réunis aujourd'hui. Le constat est sans appel. La BAF a augmenté de 15 à 20% entre Q1 et Q2 sur les routes commerciales majeures, donc Asie, Europe, etc. La low sulfure surcharge a pris 35% entre le début et la fin du Q1. Et comme si cela n'était pas déjà suffisant, la parité euro-dollar est devenue vachement défavorable pour les chargeurs de la zone euro, avec un recul de à peu près 3 cents au global. Donc quand un euro valait 1,13 $ hier, aujourd'hui, il n'en vaut plus que 1,10 $. Et tous les experts semblent s'accorder pour dire que cette tendance, elle va se poursuivre et que le marché restera extrêmement tendu en 2022, au même titre que 2021. À ce constat décevant s'ajoute une actualité géopolitique instable et des reponts épidémiques, notamment en Asie, qui font peser une menace constante. Donc en Chine, la politique zéro Covid menée par les autorités conduit à des confinements stricts, quasi du jour au lendemain pour des millions d'habitants. Donc on le voit actuellement à Shanghai, on le voit actuellement à Shanghai, et il y a encore quelques semaines, il y a 13 villes qui étaient complètement confinées, ce qui a représenté à peu près 30 millions d'habitants. Donc les conséquences opérationnelles, vous les connaissez, et plus largement, c'est aussi tout ça qui alimente les pénuries et contribue à maintenir des taux toujours plus élevés. Et malheureusement, la guerre en Ukraine a aussi un impact direct sur le transport international. Ce qu'on constate, c'est que depuis le début de la guerre, les prix du carburant et du kérosène ont explosé. Les conséquences directes, c'est des vols qui sont beaucoup plus longs. On parle de 2 heures de plus en moyenne, notamment sur de l'Asie-Europe. L'espace dédié au fret est aussi réduit, puisqu'il faut des réserves de kérosène supplémentaires. Et en parallèle, ce qu'on constate, c'est que le fret ferroviaire, il est quant à lui mis en stand-by. Et donc, par l'effet des vases communicants, tous ces éléments entraînent un report de demande sur le maritime qui se retrouve toujours plus sous tension. Il y a un autre facteur qui, lui, est beaucoup plus long terme, méconnu et surtout sous-estimé, dont il est important de parler selon nous, c'est l'impact de l'IMO 2023 sur l'offre maritime. Donc, rapide contextualisation, l'IMO 2023, c'est une stratégie long terme ambitieuse mise en place par l'Organisation maritime internationale, donc IMO en anglais, pour décarboner le transport maritime d'ici 2030. Pour y parvenir, dès 2023, les compagnies vont devoir équiper leurs navires
pour réduire l'intensité carbone immédiatement. Donc, il y a 3 points cruciaux à garder en tête par rapport à l'IMO 2023. Premièrement, elle va avoir un impact assez fort sur l'offre de chartering disponible. Donc, les charterings, ce sont des navires spécialement affrétés de manière ponctuelle pour décongestionner les ports à certains moments. On l'a beaucoup vu en 2021 sur les China Main Ports à destination de l'Europe, par exemple. Et donc, ces offres, elles vont être amenées à être fortement réduites car les navires utilisés sont souvent assez anciens et finalement, le coût de mise aux normes, potentiellement, il va être supérieur à la valeur intrinsèque des navires. Donc, il y a de fortes chances qu'une grosse partie de ces navires soient mis au rebut. Deuxièmement, pour les compagnies traditionnelles, il va forcément y avoir un temps incompressible de mise aux normes des navires de la flotte. On parle de 2 mois en moyenne, pendant lesquels les navires ne seront pas remplacés. Donc, mécaniquement, ça va réduire l'offre de navires disponibles et toutes les compagnies seront impactées. Donc, enfin, là, je me permets d'anticiper quelques questions sur l'arrivée des navires au GNL. C'est une réalité, c'est une tendance de fond. On voit que les compagnies s'investissent massivement. Pour autant, il faut bien avoir conscience que ça va prendre du temps. On parle de plusieurs années et surtout, le nombre de navires au GNL reste encore vraiment minime par rapport à l'ensemble de la flotte. Pour vous donner un exemple concret, CMA aura d'ici la fin d'année une vingtaine de porte-conteneurs au GNL sur une flotte de plusieurs centaines de navires. Donc, voilà, et vous l'aurez compris, plus largement, donc avec des taux qui ne dégonflent pas, une actualité incertaine tant sur le plan sanitaire que géopolitique et la perspective inquiétante de l'IMO 2023 sur les capacités disponibles, rien ne laisse présager une amélioration des conditions de marché. Et nous, notre conviction, qui se base vraiment sur la synthèse de l'ensemble de nos échanges, de nos discussions avec des chargeurs, des compagnies et nos homologues commissionnaires, c'est assez simple, c'est que opter pour des taux spot, c'est prendre le risque d'être sur un siège éjectable en permanence. Pourquoi ? D'abord, c'est être constamment à la merci de la volatilité tarifaire. Donc, on le voit actuellement, et puis on a pu le voir un peu en 2021, il y a forcément des moments où les taux baissent un peu. Mais globalement, rétrospectivement, je dirais plutôt, quand on regarde sur une année, en 2021, les taux ont fait x4, x5. Donc, ça reste énorme. Et autre point, les chargeurs qui contractualisent auront toujours la priorité sur les clients spot, et même encore plus maintenant. Et donc, plus il va y avoir de clients sous contrat, plus l'espace dédié au spot va se réduire. Et quand des arbitrages devront être faits, ce sera toujours au détriment des clients spot. Donc, maintenant, je vous rassure, et c'est aussi l'un des points qu'on voulait aborder aujourd'hui, c'est que quand on parle de contrat et plus largement d'engagement, on sait que ça peut faire peur. On a eu beaucoup de retours là-dessus, mais sachez qu'il existe différents types de contrats et que selon vos enjeux, vos volumes, vous pourrez toujours trouver un contrat adapté. Donc, il y a… alors, le FAK, j'en parle pas parce que c'est les taux spot, fret all kind, je ne reviens pas dessus, mais il y a 3 grandes offres qui peuvent vous intéresser et qu'on voulait développer avec vous. Donc, premièrement, quand on parle d'engagement de contrat, il y a le produit allocation NVO. Donc là, c'est un taux qui est négocié avec la compagnie qui offre un accès qu'on peut considérer comme prioritaire à de l'équipement. Donc là, le taux de fret, il est généralement révisable au mois, hors surcharge. Et l'intérêt, c'est que ça vous donne un peu de visibilité, donc au mois le mois, et surtout, ça vous donne une protection supplémentaire pour accéder à l'espace. Le deuxième type de contrat, donc c'est le NAC, Nominated Account Contract. Et là, il en existe 2 types. Donc le NAC strict, là, c'est dédié à un client. Donc là, ça concerne vraiment des chargeurs qui ont des volumes importants, 800 à 1000 TUs par an globalement sur un trade, typiquement Asie-Europe. Ça peut prendre en compte plusieurs ports, mais c'est l'idée. Ça s'applique à des chargeurs qui sont capables de remettre 10 boîtes, enfin 10 conteneurs par semaine, par exemple, tout au long de l'année. Donc là, l'intérêt, c'est que le taux est bien meilleur que celui du marché. Il y a vraiment un espace et un équipement protégé. Et donc là, il y a un engagement assez fort de la compagnie. Enfin, si je vulgarise, vous avez un pass VIP auprès de la compagnie. L'alternative intéressante pour des chargeurs qui n'ont pas la capacité à remettre 10 boîtes par semaine, c'est le NAC Basket. Donc
là, franchement, c'est la meilleure alternative possible pour les chargeurs qui ont de la récurrence, un à plusieurs conteneurs par semaine. Par exemple, donc là, l'avantage, c'est que vous allez être mutualisé avec d'autres chargeurs pour atteindre le volume hebdomadaire alloué par la compagnie. Donc, si je reprends mon exemple des 10 conteneurs par semaine, on va par exemple avoir 5 chargeurs qui remettent 2 boîtes par semaine. Donc, c'est vraiment une option robuste, une option fiable pour les chargeurs. Et là, l'intérêt supplémentaire, c'est que vous avez des taux de fret qui sont valables globalement au trimestre avec une révision des surcharges aussi au trimestre. Et enfin, donc là, c'est la Rolls-Royce des contrats, c'est ce qu'on appelle contrat premium ou long-term contract. Il y a plusieurs noms et même selon les compagnies, il y a plusieurs appellations. On peut parler de QFP dans certains cas, de C-Priority dans d'autres. Mais donc là, c'est vraiment des contrats proposés uniquement à de très, très gros chargeurs. On parle de plus de 1000 TUs à l'année. Et là, l'avantage, je dirais, pour vous, c'est compte tenu des conditions de marché, il y a certains commissionnaires qui arrivent à accéder à ces offres pour les proposer à des clients, enfin à des chargeurs un peu moins importants. Mais là, avec ce contrat, vous avez vraiment des taux qui défient toute concurrence. On parle de moins de 10 000 dollars all-in avec des validités très longues. C'est minimum 1 an, 2 ans en moyenne et ça peut aller jusqu'à 3 ans. Et là, en termes d'équipement, vous avez une vraie sécurité. Il y a un engagement très fort de la compagnie. À titre d'exemple, ce qu'on constate, c'est qu'il y a les directions commerciales des compagnies, elles sont vachement challengées par les sièges pour être sûr de ne pas faire défaut aux clients qui ont ce type de contrat. Donc, dans certains cas, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des conteneurs vides qui ont été rapatriés d'Europe vers l'Asie pour être sûr de ne pas faire défaut. Ça, franchement, c'est complètement dingue. Donc voilà, c'est vraiment une top sécurité. Et ce qu'on voulait vous proposer aussi pour être très concret, c'est vous parler de Delcey, l'un de nos clients dont l'expérience démontre que les chargeurs qui se sont engagés en 2021 se sont retrouvés gagnants en 2022. Donc, leur enjeu, comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, c'était d'assurer des départs assez réguliers. En gros, c'est une fréquence hebdomadaire au départ de plusieurs ports chinois. Donc là, ce qu'on a commencé à faire, c'est de les mettre sur des allocations NVO, donc avec des validités mensuelles. C'est ce qu'on a fait juillet, août, septembre. Ensuite, on a basculé donc sur un AC trimestriel. Donc là, on était sur un AC basket, ce qui leur permettait de leur donner une visibilité jusqu'à la fin d'année pour sécuriser leurs appros, mais aussi anticiper leurs coûts. Et si vous voulez, grâce à cet historique, on a pu, en début d'année 2022, négocier pour eux un contrat avec un taux long terme, donc 1 an, un taux fixe, sous contrat avec espace et équipement protégés qui leur permet vraiment d'avoir toute la sécurité nécessaire pour être serein pour l'année qui arrive. Et donc, comme pour Delcey, vous pouvez très bien commencer sur des contrats à validité courte. C'est vraiment l'idée qu'on veut vous faire passer pour déjà que vous puissiez juger de la qualité et de la fiabilité de l'offre des compagnies pour ensuite faire évoluer ce type de contrat afin d'assurer vos appros au meilleur prix. Et donc, maintenant, on arrive à la conclusion. Donc, compte tenu des conditions de marché actuelles et de ces perspectives peu réjouissantes, nous sommes convaincus que ne pas s'engager, c'est être sur un siège éjectable à tout moment. Donc, l'avantage, et vraiment c'est ça que vous devez retenir, c'est qu'il existe différents types de contrats qui peuvent être adaptés à vos besoins ou à votre situation à l'instant T. Et vraiment, notre conviction, c'est que s'engager, c'est se protéger de l'accès à l'espace, de se donner une vraie visibilité sur 12, 18, voire 24 mois. Donc voilà, bien sûr, c'est que notre avis qu'on voulait vraiment vous partager. C'est un format nouveau, donc l'objectif, c'est vraiment d'interagir et de faire bénéficier les uns et les autres de vos retours d'expérience. Donc n'hésitez pas à commenter ou à poser toutes vos questions. Et de notre côté, je vais faire de mon mieux pour les retranscrire à l'oral. En tout cas, je vous remercie pour votre attention et je regarde tout de suite les questions. Alors, je vois Jérôme. Alors, je n'ai pas de conteneur toutes les semaines au départ d'un même port.
Oversea peut-il mutualiser mes volumes avec d'autres chargeurs pour remplir les critères de régularité? Ça, c'est une bonne question, Jérôme. Alors, oui, Oversea peut mutualiser des volumes, mais plus globalement, je pense que n'importe quel type de freight forward, enfin, il faut interroger votre commissionnaire parce que, comme j'ai tenté de l'expliquer, vu qu'il y a différents types de contrats, si vous avez un volume minimum qui assure je dirais un minimum de régularité, vous pouvez totalement être inclus dans un NAC basket et vu ce que vous me dites sur votre profil, ça semble complètement adapté à votre situation. Voilà, Jérôme. Je vois une autre question. Safia, bonjour. Mais si nous ne sommes pas sûrs des volumes annuels, que peut-on contractualiser? Ça, pareil, c'est un bon point. Alors, c'est souvent le cas, hein, surtout en ce moment, compte tenu des problèmes côté asiatique. Avoir un forecast précis, c'est compliqué. Là, je pense qu'il faut avoir une approche vraiment partenariat, dans le sens où si vous avez une idée de vos volumes sur l'année, c'est déjà un point de départ que vous pouvez communiquer à votre commissionnaire de transport pour que lui aussi ait des billes pour défendre votre dossier, entre guillemets, auprès de la compagnie. Et ensuite, c'est une discussion qui s'engage. Peut-être que dans un premier temps, vu que vous n'êtes pas assez sûr de vos volumes, il faut plutôt être sur des allocations NVO au mois le mois. Comme ça vous donne aussi un peu d'historique auprès d'une compagnie. Et ensuite, même si vos volumes sont un peu incertains, vos forecasts sont un peu incertains, vous aurez beaucoup plus de latitude pour basculer sur un contrat à plus long terme. Alors, je vois Denis Rousseau. Quel est le risque conséquence pour les transporteurs en cas de non-respect du contrat et surtout des délais? Pareil, bon point. Alors, je dirais que le risque, il est associé au type de contrat et ça doit être clarifié avant que vous vous engagiez. En gros, sur les long-term contracts, par exemple, ou les contrats premium, donc, où les validités sont très longues, là, il y a souvent des conditions de ce qu'on appelle de dead freight. Donc, si vous ne remettez pas les conteneurs comme convenu, vous allez avoir des pénalités qui sont appliquées par la compagnie. Donc, en gros, vous allez payer le conteneur, en tout cas une partie, que vous remettiez la marchandise ou pas. Dans d'autres cas, sur les produits type allocation NVO ou NAC trimestriel, généralement, il n'y a pas de dette fret. En revanche, ce qui peut se produire, c'est que si, par exemple, vous committez sur des volumes, mais finalement, on s'aperçoit qu'à la fin du mois ou à la fin du trimestre, vous n'avez même pas fait 50%, par exemple. Là, il y aura certainement une discussion qui sera engagée avec votre commissionnaire de transport parce que la compagnie va lui dire ce client ne respecte pas ses volumes, donc on souhaite lui réduire l'allocation qu'il avait jusqu'à maintenant. Mais dans certains cas, ça peut aussi vous avantager parce que finalement, vous allez peut-être penser que vous alliez être en mesure de remplir un certain volume. Finalement, c'est beaucoup moins. Et donc, de réduire par 2 vos capacités vous arrangera. Donc là, c'est vraiment aussi une discussion que vous devez avoir avec votre commissionnaire de transport. Plus vous serez en mesure de lui donner des infos récurrentes, plus lui peut aussi manager les expectations de la part de la compagnie pour s'adapter. Alors, je me dépêche parce je vois qu'il y a beaucoup de questions. Gaëtan, si les taux repartent à la hausse, la sécurité du chargement est-elle assurée? Les compagnies ne vont pas privilégier les taux spot. Oui, voilà. Alors, réponse d'Héloïse, qui est dans notre équipe. C'est effectivement, c'est un point fort de la contractualisation. Les compagnies s'engagent à charger les volumes au prix négocié pour la durée du contrat, et ce, même si le marché spot repart à la hausse. Et point supplémentaire, c'est encore une fois, les compagnies ont tout intérêt, et c'est ce qu'elles font, elles privilégieront toujours les clients contractualisés parce que c'est aussi ça qui lui permet d'anticiper, de forecaster, etc. Donc aujourd'hui, on le voit, on le sent encore plus, il y a vraiment un engagement fort pour les clients qui sont prêts à s'engager, d'autant plus qu'il faut bien avoir en tête que les compagnies, elles ont bien conscience qu'elles ont beaucoup déçu l'année dernière, les taux ont explosé, le service a été dégradé, donc les clients contractualisés vont vraiment ceux qui vont être chouchoutés, d'autant plus que privilégier le spot, c'est une stratégie vraiment court-termiste
et donc ça n'a pas vraiment d'intérêt sur le long terme pour eux. Voilà. Alors, je vois qu'il y a encore d'autres questions. Donc, Alexandre Loriot, existe-t-il des modèles de contrat, je crois que vous présentez, que nous pouvons consulter? Alors, oui, les modèles de contrat présentés ils sont consultables, hein, et pour le coup, si vous travaillez déjà avec Oversea, là je vais prêcher pour notre paroisse, mais n'hésitez pas à vous rapprocher de vos interlocuteurs, ils ont toutes les informations associées, mais plus globalement, n'importe quel commissionnaire peut être en mesure normalement de proposer ce type de contrat, ou en tout cas être en mesure de vous en parler. Alors, question intéressante sur l'inflation qui inquiète effectivement beaucoup de monde. On attend 10% d'inflation, vous parlez beaucoup de l'offre, mais pas du tout de la demande, ou de grandes chances d'avoir une réduction de la demande. Alors, ça, c'est un bon point. Là, sans vouloir faire une réponse de Normand, pour le coup, personne on ne prétend pas avoir de boule de cristal. Nous, encore une fois, hein, nos convictions, elles se forgent à travers les échanges. Ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, il y a certaines compagnies qui essayent, certaines entreprises qui anticipent soit une baisse de la demande, soit, ou vu la fin d'année dernière, ont accumulé des stocks importants et donc aujourd'hui sont en capacité d'affronter une grosse hausse de demande, donc ils n'ont pas besoin de renforcer la pompe dès maintenant. Pour autant, on voit quand même que typiquement sur certains trades, type le Transpacifique, la demande, elle n'a jamais baissé, elle n'a jamais réduite. Au contraire, même, on a l'impression qu'elle augmente. Donc, peut-être que l'inflation aura des conséquences sur la demande. On ne peut pas anticiper les répercussions. Ce qui est sûr, c'est que la demande reste encore assez élevée. Encore une fois, il y a pas mal d'événements extérieurs, notamment les rebonds épidémiques qui parfois stoppent la production du jour au lendemain et donc qui mécaniquement créent du retard, une accumulation des délais et donc finalement qui alimente une demande toujours plus importante. Donc, je n'ai pas la réponse, mais ce qui est sûr, c'est que la tendance qu'on voit n'est pas une baisse forte de la demande. Romain, quelle est la prévision sur le pourcentage pardon, question de Denis sur la prévision sur le pourcentage de baisse de la capacité pour 2023 avec l'IMO. Alors, on estime que, je vais vous lire la réponse, hein, l'IMO 2023 aura des conséquences négatives sur la capacité disponible, mais de nouveaux navires vont arriver. On estime que les effets vont compenser que sur la capacité en 2023 alors que la demande va augmenter. Alors ça, honnêtement, assez dur à dire. Bon, comme je vous le disais tout à l'heure, le pourcentage de la baisse de la capacité, aujourd'hui, il est encore assez dur à prévoir parce que toutes les compagnies ne communiquent pas aussi publiquement sur là où elles en sont précisément sur la mise aux normes de leur flotte. Ce qui est sûr, c'est que toutes les compagnies vont être impactées et que l'offre de chartering va être amenée à être réduite. Donc, c'est une tendance de fond et les compagnies font des investissements, les compagnies maritimes investissent massivement sur ces navires au GNL. Mais encore une fois, à l'exemple de CMA, qui est franchement l'un des plus avancés, une vingtaine de navires disponibles au GNL d'ici la fin d'année, VS plusieurs centaines de navires disponibles. Donc, il va falloir du temps. Que veut dire GNL? Gaz naturel liquéfié. Donc là-dessus, je vous invite à lire notre. On a pas mal, on a des articles sur le sujet, donc on vous communiquera à la suite de ce format. Et si certains, et aussi juste, alors comme on arrive à la fin, on peut se laisser encore 5 minutes, vraiment si certains ont des retours d'expérience ou ont contractualisé et veulent nous faire des retours, n'hésitez pas, hein, je me ferai le relais de votre retour d'expérience, mais je pense que ça peut servir à beaucoup d'entre vous. Alors, je lis d'autres questions. Je vois qu'il y a encore pas mal de questions, hein. Je vais essayer de
d'être rapide. D'où provient le GNL Russie? Alors non, enfin, c'est l'avantage pour le coup. Il y a différents gros pays, gros pays producteurs. Donc, il y a les États-Unis qui investissent très, très fortement dessus. Il y a aussi des pays type le Qatar. Il y a l'Australie aussi qui est un acteur assez important. Et je crois, si je ne vous dis pas de bêtises, qu'il y a des pays type Malaisie, Nigeria qui sont aussi producteurs. Donc, donc voilà, mais vraiment là, les États-Unis, c'est un très très gros producteur. Par exemple, il y a des discussions assez importantes avec l'Union européenne justement pour réduire notre dépendance au gaz russe via le GNL. Euh, alors, intéressant dans le passé, surtout sur des prix négociés assez bas. Ah, il y a un retour intéressant, merci. Dans le passé, ça n'a pas forcément été le cas, surtout sur des prix négociés assez bas. Comment avoir cette l'habitude de proposer? Alors, pour le coup, Gaëtan, intéressant, expérience peut-être négative, je dirais, surtout sur. Alors, je suis pas sûr de tout comprendre, mais il est vrai que les compagnies parfois. Oui, exactement. Alors, Gaëtan, je pense que aussi, il y a, alors, pour reprendre ce que dit Gaëtan, dans le passé, il a pu voir que les prix négociés n'étaient pas forcément respectés, j'imagine. Et donc, comment avoir cette certitude aujourd'hui? Je pense, enfin, ce qui est vrai, c'est que 2020-2021, ça a été une année inédite pour toutes les compagnies et pour tout le monde. Donc, est-ce qu'il y a eu des loupés? Certainement. Encore une fois, aujourd'hui, vraiment l'engagement de la part des compagnies, et nous, pour le coup, que ce soit nos échanges en direct avec eux ou nos échanges avec les homologues de la profession, démontrent que vraiment, il y a cette volonté assez forte, et c'est même une vraie stratégie de la part des compagnies de dire, on sait qu'on a déçu, aujourd'hui, on veut rectifier le tir, il y aura forcément des déçus, mais ce qu'on veut, en termes de satisfaction, c'est vraiment se focaliser sur les clients contractualisés. Donc, en termes de prévision et en termes de capacité disponible, ils mettent vraiment l'intensité pour que ça fonctionne. Et je pense que, bon, malheureusement, il y a un facteur qu'on ne peut pas prévoir, c'est tout ce qui est, encore une fois, les rebonds épidémiques, ou si par exemple Yantian se retrouve de nouveau fermé, Shanghai ou Ningbo, les omissions de port, contrat ou pas, oui, vous ne pourrez pas y échapper. Pour autant, dès que ça repartira, vous serez les clients qui seront priorisés. Et ça, nous, on l'a vraiment vu à titre personnel. Euh, Tac. Alors, attendez, j'essaye de me dépêcher. Je voudrais qu'on ne dépasse pas 35 tout au plus. Mexique et suite à l'invasion. Alors, Mélanie, j'avais booké 3 conteneurs à destination du Mexique début avril, à environ 8 000 euros. Et suite à l'invasion de l'Ukraine, la compagnie m'a reporté à fin mai. Et j'ai dû accepter un taux à 11 000 pour pouvoir servir mon client et éviter la rupture. Les compagnies ont le monopole et en profitent. Alors là, je peux que, enfin, j'ai pas l'impression que ça attend une réponse. Ce qui est sûr, effectivement, et ce qu'on constate, hein, c'est que sur certains flux, il y a une réallocation des capacités. Dans le sens où aujourd'hui, les flux majeurs qui sont sur le plus de temps, enfin, c'est le plus tendu et sur lequel la demande est la plus importante, c'est sur l'axe transpacifique, donc Chine, US et Chine, Europe. Donc, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a eu vraiment des réallocations, enfin, en fonction des événements, il y a des réallocations de capacités. Et typiquement, l'Amérique du Sud, enfin, l'Amérique latine et l'Afrique sont un peu les parents pauvres parce que on voit qu'il y a vraiment des capacités qui ont été grévées sur ces zones-là pour être réallouées. Donc, je pense que c'est aussi en partie ce qui explique le temps pour avoir une nouvelle disponibilité et des taux, bien sûr, qui sont beaucoup plus élevés. Vu que le temps tourne, je vais peut-être prendre une dernière question. En tout cas, je vous remercie, hein, c'était vraiment l'idée. J'espère que ce format vous plaît. On en refera certainement, peut-être même en physique, mais en tout cas, c'est très sympa de pouvoir avoir autant de questions. Attendez, je vois qu'il y a des questions qui arrivent.
Je vais devoir faire un choix. Alors non, ça on y a répondu. Ça on a répondu. Ok, bah écoutez, je pense que ouais, bah, je pense qu'on est bon. Finalement, on a répondu aux différentes questions. Peut-être une dernière. Bah écoutez, je pense on peut arrêter. Enfin, on peut clôturer ici et fermer cette première édition. Vraiment, merci beaucoup. Euh, C'était un plaisir. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si ça vous a plu, si vous souhaitez améliorer des choses ou si vous avez des idées. On est extrêmement preneur de vos retours. Mais encore une fois, on pense que ce format beaucoup plus restreint et intimiste peut vraiment avoir de la valeur. Donc le Supply Chain Connect reviendra dans sa version encore améliorée et à l'issue de ce Supply Chain Connect, nous vous enverrons la présentation et deux, on a également réalisé un article sur l'IMO 2023 très complet, assez détaillé. Donc, on pense que ça pourra vous être utile à tous. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.